poursuivons cette discussion de marché avec Kevin Lenouaille, qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investment. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Ce qui est intéressant toujours avec les gérants privés, Avantgarde Investment est une société de gestion pour des clients privés. C'est que j'imagine que vos clients privés, vous les avez eu pas mal au téléphone ces derniers jours. Et je suis toujours intéressé de savoir quelles sont leurs inquiétudes ou quelles sont leurs interrogations. Qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui remonte du terrain et comment vous répondez dans une séquence telle qu'on la connaît à vos clients aujourd'hui? Alors qu'on les a eu pas mal, en effet, c'est un euphémisme. Vous avez entièrement raison. Je vais répondre en deux temps. Globalement, c'est vrai qu'on les a beaucoup aujourd'hui au téléphone, en rendez-vous. Ça, c'est une nécessité. L'un des premiers points auxquels on s'échine maintenant depuis, j'allais dire 14 jours, mais c'est 13 jours, c'est globalement d'avoir un contact qui soit permanent pour certains avec certains clients, notamment les plus dynamiques, mais d'avoir eu un contact avec tout le monde, avec tous les portefeuilles, du point de vue de cette gestion-là. Évidemment, c'est le point le plus important dans le moment actuel, c'est de ne pas rompre le lien de l'information, puisqu'il est évident, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dans le marché, il y a beaucoup de bruit sur les informations qui peuvent nous parvenir. Notre rôle aujourd'hui, il est fondamental. C'est justement de délier quelque peu les hypothèses, d'apporter des fondamentaux derrière, et de faire preuve, on l'essaye, de sang-froid. Parce qu'on va y venir, évidemment, les sentiments, ils sont assez mitigés. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs interrogations? Et effectivement, comment vous leur apportez les réponses les plus rationnelles possibles dans le contexte qu'on connaît? Je dirais, alors ça va être compliqué évidemment de synthétiser tout ce qui nous est dit, parce que tout dépend des portefeuilles, des profils, etc. Mais globalement, on peut avoir deux grands sentiments qui émergent, de mon point de vue, chez nos clients. Le premier, ça va être un sentiment tout à fait naturel, celui de la crainte, évidemment. La crainte pour leurs actifs, mais pas que. La crainte, évidemment, du lendemain. Il est clair qu'une séance comme celle de vendredi, ou une actualité comme celle de vendredi, elle nécessitait une présence d'autant plus renforcée, et justement revenir à des éléments qui sont des éléments, on va le dire, plutôt rationnels, pour éviter justement cet aspect sentimental qui, on le sait, peut être très vite destructeur et peut nous faire des bêtises, je vais dire très rapidement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sentiment qu'on voit, antagoniste, mais globalement, on le voit en même temps, chez nos clients parfois, c'est évidemment celui de la tentation d'aller sur le marché aujourd'hui, très clairement. Alors, pour des raisons structurelles qui ne sont pas forcément uniquement des raisons de gestion, on avait des zones de cash qui étaient assez importantes. Il est clair que dans des marchés comme ça, la question qui se pose, c'est à quel moment est-ce que je commence à actionner les leviers d'achat? Je vais répondre, même avant d'aller dans la stratégie de portefeuille, globalement, oui, sur ces niveaux-là, on a commencé à remettre des expositions en portefeuille. Et la réponse qu'on y apporte, puisque c'est sûrement ce que vous me demandez le plus, c'est évidemment une réponse aux fondamentaux, globalement. On est dans un marché où globalement on voyage un peu en terre inconnue sur certaines données, on a des hypothèses qui ne peuvent pas se stabiliser, notamment en termes économiques. On a l'habitude de dire, en temps de paix, faire de la prévision économique, c'est difficile, en temps de guerre, c'est périlleux. Si on se dit qu'en plus on sort d'une crise, si on juge qu'on en était sorti avec un choc de demande très important, et là on a un choc d'offres, la prévision économique, elle est très très difficile. Donc globalement, ce à quoi on s'accroche, ce sont les fondamentaux de nos portefeuilles, des sociétés que l'on détient, et évidemment cet aspect un peu sentimental, peut-être un peu survendu. Ouais, vous dites c'est compliqué de s'appuyer sur un scénario macro aujourd'hui. Non, mais c'est important pour les investisseurs qui nous regardent. Il y a un tel écart dans le champ des possibles devant nous que c'est très très compliqué de faire un pari global macro d'une certaine manière. C'est en tout cas l'un des points. Ce à quoi on est confronté aujourd'hui, globalement, c'est des hypothèses que l'on avait, disons, avant ce conflit-là. Elles pouvaient être positives, elles pouvaient être négatives. Aujourd'hui, elles ne sont pas seulement revues à la baisse. Ça serait, entre guillemets, un peu trop simple, si je peux me permettre ce ton. Non, elles sont mises en interrogation, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parvient pas, en tout cas du côté macro, je le précise bien, à fixer un prix définitif et un prix stable, que ce soit économique, monétaire, social, etc., à ce conflit-là. Donc aujourd'hui, on perd en fait des repères qui sont des repères essentiels global macro, et en fait on a une équation qui reçoit un nombre d'inconnus peut-être trop important, et donc le temps de latence, le temps de calcul, il se rallonge, tout simplement. Et on arrive à trouver peut-être un peu plus de substance quand on va au niveau micro, c'est ce qu'il faut comprendre, Kevin, parce que là aussi le choc est terrible, et je parle même pas des sociétés qui sont exposées directement ou indirectement à des activités en Russie, en Ukraine et dans toute la zone périphérique, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une contagion économique très forte. Quels sont les repères qu'on arrive à trouver au niveau des entreprises, et comment, en tant qu'investisseur, justement, on gère la situation?
Les repères qu'on arrive à trouver, comme je l'ai dit, ce sont des repères vraiment fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je reviens à la première question qui était un peu le sentiment de nos investisseurs, c'est un sentiment parfois de crainte, donc, que l'on comprend tout à fait, mais que l'on essaye de rationaliser en réalité. Et typiquement aujourd'hui, ce que l'on rappelle, c'est que ce que l'on a en portefeuille, c'est pas du sentiment, ce sont des actifs, c'est du tangible, c'est des productions, c'est des salariés, etc. Donc il y a en fait, entre guillemets, du palpable, si je peux me permettre, et donc on a des fondamentaux qui existent. Donc ces fondamentaux-là, il faut les rationaliser. Évidemment, les hypothèses macro, elles viennent chambouler la micro, ça c'est évident. Mais globalement, on a aujourd'hui certains prix qui nous semblent être des prix, on l'évoquait, des prix de la peur, qui demain, à minima, pourraient se transformer en prix, entre guillemets, du soulagement. On verra ensuite les impacts à moyen terme. Mais à court terme, il y a déjà des choses à faire. Il y a certains marchés qui sont là aussi plus impactés que d'autres. On a des rotations, on parlait de rotation en début d'année ensemble, rotation inversée. Sur les cycliques, on a des niveaux de vente qui sont des niveaux de vente. Alors, je dis pas du tout qu'ils sont ahurissants, pas forcément. Mais en tout cas, quand on revient encore une fois aux fondamentaux, on a une destruction de valeur que l'on peut anticiper, avec encore une fois des bornes d'erreur plus ou moins importantes, c'est clair, mais des ventes aujourd'hui, des valorisations, on va le parler comme ça, même pas des niveaux de prix, des niveaux de valorisation qui sont aujourd'hui assez décorrélés. Et plus vous descendez en termes de capitalisation, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans ce débat, mais bien plus sûr, en termes de capitalisation on descend, plus les excès sont importants. Évidemment, on a aujourd'hui des sociétés qui communiquent, qui nous donnent en fait leur niveau d'exposition au marché ukrainien, au marché russe, même aux pays de l'Est dans leur globalité, qui ont peut-être des niveaux de stock qui sont des niveaux de stock bons, qui ont des composantes qui ne dépendent pas, j'allais dire, trop majoritairement de la situation actuelle et qui pourtant sont dégradés en portefeuille depuis leur point de janvier, 30-40%. Là, aujourd'hui, c'est des titres que nous avions déjà en portefeuille. Je ne vous cache pas que l'on a profité de ces dernières séances pour en rebâtir en portefeuille, très clairement. Pourquoi ? Parce que dans une approche très simple, c'est que, encore une fois, notre approche, elle est certes pour certaines poches tactiques, mais pour d'autres, elle est aussi sur un investissement, encore une fois, moyen terme, tangible, et les investisseurs sont copropriétaires des entreprises. Sur quel type d'entreprise ou sur quel type de segment de marché est-ce que vous considérez que les excès sont les plus aberrants au regard des fondamentaux ? Est-ce que ce sont sur les entreprises cycliques, celles qui sont par nature les moins bien valorisées dans le marché, qui avaient profité d'un mouvement de rotation, de retour en grâce très fort encore jusqu'au mois de janvier 2022. Est-ce que ce sont ces entreprises-là qui vous intéressent là sur le court terme ? Est-ce qu'on reste quand même dans l'idée que qualité, valeur défensive, valeur de croissance, voire d'hypercroissance. Est-ce que ça reste des investissements stratégiques, même si les valorisations restent peut-être encore plus élevées ? Comment on fait son choix là aujourd'hui ? On le fait à peu près sur tous les marchés. Vous avez entièrement raison de le préciser. Je vais faire une réponse très politique pour commencer, mais qui est vraie, parce qu'on a déjà eu l'échange ensemble. On a de la cyclique, évidemment, mais on a de la cyclique, ce qu'on appelle de la cyclique de qualité. Donc on va juger en effet que certaines valorisations sont déjà en fait dégradées, étaient déjà dégradées par le passé, mais en réalité, là encore une fois, quand on regarde les valorisations, quand on regarde les prévisions de bénéfices, elles ne sont pas revues de l'ordre de 50%. Même si on est revu de 10% et qu'on l'actualise, on n'en revient pas à des dévalorisations de l'ordre de 50%. D'accord. Donc ces valeurs-là, oui, on les a reprises. La question qui se posera, et qui est sûrement d'autant plus intéressante, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, on sait qu'on a acheté à peu de prix de la peur. Pour, encore une fois, espérer avoir une issue du conflit qui nous permette d'avoir des prix qui se matérialisent plutôt des prix de soulagement. La question qui se posera, elle est tout à fait vraie par contre, c'est est-ce qu'on restera autant tranché cyclique dans nos portefeuilles à moyen terme ? Là, c'est évidemment pas évident, parce qu'il est clair qu'une fois le stock picking fait, on a besoin de diversifier nos portefeuilles, et tout le pan de la cote automobile, par exemple, n'est pas, j'allais dire, très, très, très attirant aujourd'hui, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Et évidemment, de la qualité autour, parce que la qualité, encore une fois, certains marchés ne sont pas autant exposés que le marché, le price à l'heure actuelle. Ce qui est compréhensible, évidemment, encore une fois, il y a un effet sell-off. Pour des investisseurs qui ont les reins solides, je le précise évidemment, qui ont des années devant eux, encore une fois, qui peuvent subir de la volatilité, enfin supporter de la volatilité, les marchés aujourd'hui deviennent, à mon sens en tout cas, assez attrayants sur certaines valeurs. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire entre la crise pandémique et la crise russe aujourd'hui. Deux crises d'ailleurs qui s'enchaînent sans répit entre les deux, et ce qui est quand même une difficulté supplémentaire pour les investisseurs. Mais c'est vrai que la période pandémique a été quand même une expérience très utile. On en parlait avec Juliette Cohen de CPRM juste auparavant, avec l'idée quand même que le déclencheur du rebond du marché a été la force de la réponse budgétaire et monétaire
en mars 2020 et ensuite. Est-ce que cette idée-là, elle est valable aussi dans la gestion d'une crise géopolitique, voire sécuritaire et énergétique, comme celle qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que ça reste, alors sans aller sur des hypothèses macro trop précises, mais est-ce que ça reste une hypothèse valable de soutien important pour le marché, ou est-ce qu'il faut être plus prudent? Est-ce qu'on peut enchaîner deux crises comme ça du point de vue des finances publiques et de la politique monétaire? Là aussi, je vais peut-être vous répondre en deux temps. Le premier point, c'est évidemment qu'il nous faut de l'humilité dans ces moments-là. Il est clair qu'aujourd'hui, même en parlant de revenir avec des expositions actions, le point bas, on ne le connaît pas. Bien malin qui connaît le point bas, bien malin qui verra la capitulation en premier. On le saura plus tard. Exactement. On le saura après. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on est à l'aise sur ces niveaux-là à moyen terme, encore une fois. Ça, c'était vraiment le point, disons, humilité. Le second point, encore une fois, en termes de comparaison, oui, on considère qu'il y a des comportements de marché qui peuvent être comparables. On peut le voir sur, évidemment, crise Covid. C'est assez symptomatique parce qu'elle est proche de nous. Potentiellement, elle s'imbrique. C'est ce qui est sûrement le plus difficile aujourd'hui. Mais potentiellement, oui, le comportement de marché est le même. Je parlais tout à l'heure d'hypothèses qui nous manquent. Moi, nous avons la sensation qu'on se situe dans la période qu'on avait vécue justement en mois de mars, où le marché commençait à capituler et où, encore une fois, les données qui nous parvenaient, non pas elles étaient revues à la baisse, on avait quasiment des points d'interrogation à la place des données. Et donc aujourd'hui, on est quasiment dans ce niveau-là. C'est potentiellement ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça ne signifie pas qu'on connaît, encore une fois, le moyen terme, quelle configuration il aura, géopolitique, stratégique. On ne le connaît pas. Par contre, dans un environnement plutôt de reprise, de sortie de crise, chaque conflit a sa fin, malheureusement, et c'est très tragique, hein, je nie pas cela, mais chaque conflit ayant sa fin, on aura à un certain moment un effet de soupape. Ouais. De soulagement. De soulagement qui va apparaître. Et donc c'est ce pattern-là de marché, évidemment, que l'on cherche pour, en tout cas, les investisseurs qui le souhaitent, pour être tactique. Ouais. Comme vous disiez, hein, pour la partie plus stratégique, on aura le temps de se poser les questions une fois qu'on y verra un peu plus clair pour le coup. En tout cas, notamment sur l'aspect global macro, comme vous le disiez. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'en parlera pas, enfin, c'est pas le sujet du jour, mais stagflation, récession, ça, évidemment, faudra l'imbriquer. Donc encore une fois, à se concentrer sur des valeurs que l'on considère, ok, ça, ce sont les prix qui nous conviennent. À 3-4 ans, cet actif-là, il n'est pas exposé, il n'y a pas de composante, ou en tout cas très peu. Cet actif-là, aujourd'hui, sur ce prix-là, il nous intéresse. Bon. On se concentre et on regarde les fondamentaux des entreprises dans cette séquence de stress et de peur sur les marchés, bien sûr, au 13e jour, on le rappelle, de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'être venu nous parler, nous apporter vos éléments d'analyse, de contexte, et puis de manière très pragmatique, comment est-ce qu'on gère cette situation aujourd'hui pour le compte de clients privés. Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission.